On va attaquer avec Michael. On va prendre une première question de Christophe Delacroix de Ouest France, si tu as repris ton souffle, Michael. C'est bon. Christophe, on t'écoute. Oui, bonjour Michael. Il paraît que tu as rajeuni si on écoute un de tes coéquipiers. Est-ce que c'est vrai? Et la chirurgie, on fait beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Bonjour à tous. Non, après, je vieillis bien, surtout. Je fais beaucoup d'efforts depuis pas mal d'années, et d'autant plus depuis un an maintenant, avec des kinés là, sur Montpellier. On a essayé de faire un gros boulot là, pour essayer de rééquilibrer un peu tout, de trouver des solutions pour bien terminer ma carrière. Et c'est cool parce que je me sens bien et ça me réussit bien. Donc voilà, écoute, je dis pas que je rajeunis, mais je vieillis bien. Ouais. On enchaîne avec une question d'Arnaud Valadon. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous vous retrouvez en demi-finale, ça vous est arrivé quand même pas mal de fois ces derniers temps, et aussi bien l'Euro 2018 qu'au Mondial, vous avez perdu ce match. Une dizaine de joueurs qui sont actuellement en Égypte étaient de cette partie-là. Est-ce que vous dites qu'il y a, même si l'équipe est différente, le projet de jeu est différent, le staff est différent, mais pour ces 10 joueurs qui étaient là, il y a un plafond de verre à aller percer? Oui, c'est sûr qu'on a envie de franchir ce palier qu'on n'a pas réussi à franchir ensemble depuis que cette équipe, depuis que l'après 2017, l'après Thierry Meyer et Daniel Narcisse existe. On n'a jamais réussi à le faire. On a réussi à faire souvent des belles compètes, mais on s'est écoulé les deux fois en demi-finale, une fois contre l'Espagne et contre le Danemark, de manière assez importante, où on n'a pas trop existé. Donc oui, voilà, il manque par rapport à cette équipe-là, il manque quand même des joueurs. Mais malgré tout, on a envie bien sûr de continuer sur d'autres lancers, de continuer à grandir et bien sûr qu'on a envie de se prouver qu'on est capable d'aller en finale. Ouais. On prend une question de Yann Ilvain. Alors Yann, ton micro est bien ouvert, mais on ne t'entend pas. Alors on va enchaîner avec une question de Pierrick Yvon. Joyeux anniversaire, Mika. Tu t'as parlé de ta fin de carrière tout à l'heure. Ce sont donc a priori tes 2 derniers matchs au week-end dans un mondial. Est-ce que tu te vois faire encore une saison, peut-être avec Nîmes ensuite? Écoute, ça va. C'est des choses dont j'ai déjà discuté du côté de Nîmes. C'est à voir, à réfléchir. Il y a des tas de choses qui rentrent en compte. Hein. Il y a le premier lieu, c'est le contexte Covid. Le premier, plutôt, on va dire, c'est mon état physique. Là, de ce côté-là, ça va. Il y a le contexte Covid où on joue aujourd'hui sans public. Et si j'ai signé à Nîmes quelque part, c'est pour partager avec ce public et cette ferveur du Parnasse. Donc, voilà, c'est en réflexion et je pense on va prendre le temps d'en rediscuter. Je vais prendre le temps de réfléchir sur le début là, dès notre retour du championnat du monde pour envisager tout ça. Mais c'est sûr que je prends énormément de plaisir en équipe de France, je prends énormément de plaisir avec Nîmes. Je me sens bien, donc voilà. Ça, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir me poser la question et de pouvoir réfléchir sereinement sur cette possibilité-là. Et bon, voilà, c'est que du positif. Donc voilà, on verra dans pas longtemps quelle décision sera prise. On prend ensuite une question de Cédric Callier, s'il vous plaît. Salut Mika, bonjour tout le monde. On parlait au début de ton rajeunissement. En demi-finale, là, vous allez affronter une équipe de Suède aussi très rajeunie. Quel regard tu portes sur cette équipe et est-ce que leur éventuel manque d'expérience peut vous servir? J'ai malheureusement là, j'ai plus récupéré que regardé les Suédois. Je tombais une fois sur une fin de match contre la Slovénie.
On a discuté des joueurs qui étaient présents. En effet, c'est une équipe rajeunie. Il y a même, par rapport à l'équipe qu'on a joué pendant le Mondial 2017, qui nous avait posé beaucoup de soucis, il reste quelques joueurs, mais ça a encore rajeuni par rapport à cette équipe-là. Donc, écoute, bien sûr que un peu comme hier, hein, la Hongrie avait une équipe avec des joueurs, par exemple comme Maté sur le poste arrière droit, qui était un peu plus jeune, qui était voilà, nous par rapport à ça, on a quand même une certaine expérience à la fois collective et individuelle, des mecs qui vivent beaucoup de choses depuis 4 ans en équipe de France, comme on en a parlé avant, beaucoup de quelques demi-finales, beaucoup de Final Four pour certains, ou en tout cas des grosses responsabilités en Ligue des Champions et dans leur club. Donc on a un peu plus d'expérience peut-être, mais quand on voit leurs résultats depuis le début, ils ont au final été les seuls à battre l'Égypte chez elle à la régulière, par rapport au Danemark qui les a battus au péno. Donc bon voilà, c'est battre de 12 buts en quart de finale le Qatar, c'est pas rien non plus. Donc bon, on va prendre le temps de regarder tout ça cet après-midi là en séance vidéo. Et en tout cas, pour tout un ensemble de choses, à la fois notre expérience, notre envie de passer ce cap des demi, et je pense qu'on a les armes handballistiques et mentales pour aller chercher quelque chose. Mais bien sûr que ça va être, s'ils sont là, c'est qu'ils ont du talent et qu'ils sont forts. Donc j'espère qu'on va être capable de les contrer. Une question de Manurou. Oui, salut Mika, bon anniversaire. Merci. Mika, est-ce que on sent que tu prends ton rôle de capitaine très à cœur? Est-ce que le début de match hier, tu t'es dit c'est à moi de montrer l'exemple quand il y a eu un gros différentiel en faveur de la Hongrie au début? Est-ce que tu t'es dit c'est à moi de remettre l'équipe sur les rails? Je crois que tout le monde a essayé de se dire ça. Tout le monde avait malheureusement cette volonté. En tout cas, on n'arrivait pas à le faire pour diverses raisons. Mais ouais, moi, du coin de mon œil, j'étais très très déçu de notre entame de match. J'avais vraiment pas envie en plus que contre une équipe comme celle de la Hongrie qui joue avec beaucoup de confiance depuis le début de la compète, qu'on puisse les mettre d'entrée dans ce sentiment-là et dans cette disposition-là. Donc oui, j'avais envie. Après, comme je disais hier, des fois à l'aile, tu as des balles, des fois tu n'as pas de balles. Donc là, j'ai essayé de sortir peut-être un peu plus de ma boîte pour essayer d'aider l'équipe et ça. Et ça m'a souri, ça nous a souri. Donc, écoute, oui, sans parler de mon rôle de capitaine, j'ai avant tout la détermination d'aider l'équipe de France, de voir l'équipe de France dominer de cette manière-là. Ça me plaisait pas, ça nous plaisait pas. Il fallait bien évidemment qu'on ait cette révolte et voilà, elle est venue de moi. Et ce que je dis aussi depuis le début, c'est qu'elle est capable de venir de n'importe quel joueur. On a beaucoup de talent dans l'équipe. Beaucoup de joueurs qui sont capables de faire la différence. Donc, c'est aussi cette force-là de l'équipe de France. Et c'est pour ça que sur le match d'hier, ça s'est passé comme ça. Et pour les autres matchs, on a beaucoup, beaucoup de possibilités pour qu'on puisse réagir d'une manière ou d'une autre. On prend une question de Nicolas Lepelletier. Bonjour Mickaël, bonjour anniversaire. Merci. Mickaël, j'ai 2 petites questions. Je veux savoir, c'est pour quand les 1000 buts en équipe de France? 11 unités, je crois. Et deuxième petite question, hier, l'aile gauche des buts de l'équipe, est-ce que vous en tirez une fierté personnelle? Alors, il y a eu un petit problème de son. Est-ce que tu peux répéter? Avec Hugo, on a marqué beaucoup de buts, c'est ça? Ouais, préciser ta deuxième question, Nicolas, s'il te plaît. Alors, la première, c'était quand est-ce que vous pensez franchir le cap des 1000 buts en équipe de France? Là, vous n'êtes plus qu'à 11 unités. Ouais. À ce rythme-là, ça peut être dès le mondial. Et la deuxième question, c'est effectivement l'aile gauche hier responsable d'un tiers des buts de l'équipe de France. Est-ce que vous en tirez une fierté personnelle? Personnel, non, mais partagé avec Hugo. Avec Hugo, écoute, on se partage le temps depuis le début et ça se passe très bien. On arrive à être, apporter ce qu'on peut apporter. Des fois, comme je disais avant, on touche des balles, des fois on ne touche pas de balles. Mais hier, bien sûr, sur le match, on a apporté notre efficacité durant tout un match et même pendant les prolongations. Donc
c'est très important et c'est vrai que moi, ça a toujours été important que mon poste, en tout cas sur notre poste d'ailier gauche, qu'on soit performant, on essaie de se parler, de mettre en place les choses sur la défense, de comment on peut aider l'équipe du coin de notre aile. Et en tout cas, bien sûr qu'on est. Moi, je suis fier en tout cas avec Hugo de ce qu'on a produit forcément hier. Une question pour Eric Michel. Bonjour, bon anniversaire. Ma question rejoint un petit peu les précédentes. Qu'est-ce qui vous pousse à toujours être là, à répondre à nos questions depuis 20 ans, à jouer des matchs étouffants comme hier soir? C'est quoi? Il y a une course record? Parce qu'un titre de plus ou de moins, ça ne va pas vous changer la vie finalement. C'est quoi la motivation qui vous pousse tous les matins à toujours être là? C'est de vivre le présent, hein, comme vous avez envie, après tant d'années, d'écrire toujours de bons articles, de prendre du plaisir dans ce que vous faites, je pense. Voilà, je pense bien sûr que je suis très fier du passé, très fier de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, je suis toujours capable d'apporter sur le terrain, de vivre les choses avec passion. Donc, de vivre encore un mondial à 39 ans, c'est pour moi un cadeau exceptionnel de pouvoir me permettre ça encore. Donc voilà, je sais que la fin est proche, je sais que voilà, je vis tout ça sans stress, mais avec beaucoup de motivation. J'essaie aussi dans mon rôle de capitaine d'amener, de transmettre ma passion, ma façon de voir les choses, d'accompagner cette jeune équipe, ces jeunes joueurs. Donc voilà, je prends du plaisir. Vous savez, les rôles, ils changent et ils évoluent au fur et à mesure de notre carrière. Et voilà, aujourd'hui, je vis un peu mon rôle de joueur et mon rôle de capitaine accompagné de mon pote Lucas Ballot, dans lequel on prend beaucoup de plaisir à accompagner cette équipe, à se poser beaucoup de questions aussi. Hein. C'est pas simple d'accompagner aussi, d'avoir cette responsabilité-là. Mais voilà, il y a toujours, surtout comme j'ai dit au début, c'est le présent qui m'anime et l'envie déjà de ne pas partir loin de chez soi pour rien. Donc, de laisser la famille et de revenir avec une médaille, ou en tout cas avec la fierté d'avoir fait son maximum. Et bon, voilà, j'essaie de vivre dans cet état d'esprit à la fois en équipe de France et à Nîmes. Une question pour Aymeric Le Gall. Oui, bonjour Mickaël, bon anniversaire, félicitations pour hier. J'avais une question sur le staff et le sélectionneur. On parlait de ça avec lui la semaine dernière, de son côté, de leur côté assez calme finalement, peu importe le cours du match. Hier, on l'a encore vu, que ce soit l'équipe, le sélectionneur et son staff, on a senti qu'il n'y avait pas de panique, même au pire des moments. Après 10 minutes de jeu, c'était compliqué. Est-ce que vous partagez ce constat et qu'est-ce que ça apporte à ce groupe? Est-ce que c'est ce dont il avait besoin après un dernier Euro compliqué? Merci. Ouais, c'est leur manière de fonctionner. C'est vrai que c'est deux tempéraments quand même assez calmes, assez posés, assez sereins. Un match, il se prépare surtout à l'avance et pendant un match. Bon, bien sûr, quand on fait un début comme celui-là, il faut essayer de prendre les choses avec un peu de recul pour pouvoir prendre les bonnes décisions et prendre des bonnes décisions avec calme. C'est ce qu'ils font. Ils fonctionnent comme ça. Alors, c'est vrai qu'en plus, on a beaucoup de matchs qui sont à couteau tiré depuis le début. Et du coup, bon, moi, je ne vois pas trop leur réaction. Hein. Je suis plutôt concentré sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est ce qui revient. Donc, si c'est leur marque de fabrique et qu'elle nous amène aussi cette sérénité et ce calme dans les money time, tant mieux. On retourne voir notre ami Yann Ilvain. Il y a le micro, c'est bon. Bonjour Mika, j'espère que là tu m'entends. Très bien, c'est bon. Magnifique. Justement, tous ces matchs serrés, qu'est-ce qui fait que vous vous en sortez à chaque fois? Je dirais que depuis les 2 premiers matchs qu'on a fait contre la Serbie, si on se rappelle bien, il y a eu beaucoup de situations où des balles sont jouées en fin de mi-temps et à chaque fois ça passait pas. Mais il y avait, surtout sur le deuxième match, un état d'esprit et une volonté commune de faire de belles choses, de grandir ensemble. Et je pense que c'est à partir de ces matchs-là qu'on s'est construit un peu à essayer de progresser, à essayer de grandir dans l'état d'esprit. Et au final, je pense qu'à la fois le travail qu'on fait en dehors et
cet état d'esprit nous amène, grâce aussi à nos qualités, nos qualités par moment de joueurs qui sont capables de faire la différence, à la fois en attaque, à la fois la défense, à la fois les gardiens de but. Donc voilà, je crois qu'on a à la fois le talent et la bonne envie, la bonne détermination qui font que on arrive à faire basculer les choses en notre faveur. On va voir Axel May pour Europe 1. Axel, c'est à toi. Oui, bonjour. Quand on regarde le parcours de l'équipe de France, vu de l'extérieur, on a un peu l'impression que, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais qu'elle est souvent dans le dur, souvent un peu besogneuse, que c'est plus la flamboyance des grandes années de l'équipe de France que vous avez connues, mais pourtant elle est toujours là, elle est en demi-finale, on sent que la finale n'est pas très loin. Qu'est-ce qui fait, vous venez de le dire, voilà, il y a cet état d'esprit, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est quand même encore là, cette équipe de France, au-delà de l'état d'esprit, l'alchimie la sauce est en train de bien prendre, de bien monter? Ouais, c'est ça. Alors, même hier, pendant qu'on attaquait, bon, là, pas forcément la 5-1, mais vous savez, là, l'équipe de France, vous comptez le nombre de jours qu'il y a de préparation dans l'année, il y en a vraiment très, très peu. Très, très peu. Donc, pour trouver vraiment les affinités, pour trouver vraiment toutes ces choses-là, ça demande du temps. Et là, on est ensemble depuis maintenant. Plus d'une vingtaine de jours, on a pu travailler et je vois au fur et à mesure des entraînements que ces petites affinités, ces relations à deux, que ce soit en attaque ou en défense, c'est des choses qui mettent du temps. Donc, avec ce Covid, avec le Final Four, avec la fatigue des joueurs qui sont revenus, il a fallu peut-être un peu plus de temps. Et au final, on a réussi à avoir pas mal d'affinités qui sont créées. On a eu aussi un peu une base arrière qui tourne, avec aujourd'hui Nedim Remili qui a un poste un peu plus de demi-centre. Ce n'était pas le cas il y a quelques matchs. Donc voilà, ça bouge tout le temps. Et au final, ces affinités et, comme je l'ai dit, le talent des joueurs font qu'aujourd'hui, on est performant. On a outrepassé notre quart d'heure classique. On va prendre les dernières questions et on va débuter par Yves Michel. Salut Mika, bon anniversaire. Sur ce rôle de capitaine, as-tu une attention particulière hier auprès de Quentin Mahé, qui est un peu passé à côté de son match, qui a été retiré, qui n'est pas revenu seulement pour un penalty? Est-ce que tu as eu un rôle auprès de lui depuis? Non. Non, c'est pas de manière égoïste ou quoi, mais c'est que là, j'ai surtout essayé de récupérer. Bien sûr que y a pas que Quentin qui est peut-être passé un peu au travers ou quoi, mais bon, après, tout le monde sait la qualité qu'il est capable d'apporter au groupe. Tout le monde sait qu'un match, c'est un match et que le plus important, c'est qu'on ait gagné et qu'il faut vite basculer en 2 jours pour se remotiver et aller de l'avant par rapport à la Suède. Donc bien sûr que les joueurs qui sont peut-être un peu en dedans, j'aurais un petit mot pour eux pour les encourager. Mais après, c'est des gamins qui sont assez grands pour se remettre dedans. Je suis vraiment navré. Mika vous parle beaucoup de récupération et on va le libérer après cette dernière question, celle de Christophe Delacroix. Il n'y a pas une conférence. Oui, il n'y a pas une conférence sans un petit mot quand même sur le conseil de jeu. Est-ce que le capitaine en fait partie? Et est-ce qu'en fait, ce n'est pas une démocratie participative, si on peut dire rebaptisée, avec des termes modernes? Si j'y étais, il y aurait plus de balles à l'aile gauche. Non, j'y étais au début quand il n'y avait pas encore tous les joueurs du Final Four. Il y a 3 demi-centres, 3 défenseurs centraux et un gardien de but. Donc voilà, ça fait partie en tout cas d'un mode de fonctionnement que l'entraîneur met en place pour qu'il y ait un échange et qu'après des décisions soient prises, tranchées, qu'il y ait un ressenti qui soit partagé et puis après qu'au final les décisions, les meilleures décisions soient prises par rapport au plan de jeu, qu'il soit en attaque ou en défense. Merci beaucoup Michael. On va accueillir ensuite Pierre-Sébastien qui pour une fois se trouve dans une salle d'attente. Michael, merci beaucoup et à très vite. Voilà, on va enchaîner avec le docteur Pierre-Sébastien, vous le connaissez, c'est le médecin du staff de l'équipe de France. Alors, on aime bien le voir, mais surtout en photo, et quand il se présente dans la caméra, c'est qu'il y a un bulletin médical, et c'est jamais bon signe, Pierre. Quel est l'état des troupes après ce France-Hongrie d'hier soir qui a été dur?
Ouais, bonjour à tous. Oui, tu as vu, je ne fais pas partie du conseil de jeu non plus. J'aurais bien aimé, il y aurait peut-être un petit peu plus de renseignements médicaux. Le combat d'hier soir a laissé quelques traces, oui. Il y a plusieurs bobos et 2 blessés un petit peu plus embêtants. Dans l'ordre d'apparition, Timothée Nguessan, qui présente une lésion toujours sur sa cuisse droite. Elle a un niveau un peu différent de ce qu'il avait. Sa première blessure était quand même bien guérie. Et c'est pour ça que depuis 2 matchs, il était nickel. Malheureusement, il s'est refait une lésion. Et ainsi que Luca, qui est aussi notre, qui s'est aussi fait une lésion, lui, cette fois-ci un peu différente, aux abdominaux. Si vous voulez qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, sans trahir les secrets très professionnels, on est à l'heure actuelle sur une argumentation clinique, c'est-à-dire c'est l'examen clinique que j'ai fait ainsi que celui des kinés qui nous laisse à penser qu'effectivement ça va être difficile de les utiliser. Les véritables diagnostics échographiques ne pourra véritablement tomber qu'au bout de 48 heures. Vous savez que les images sont souvent un petit peu différées par rapport à l'examen clinique qu'on a. Et donc, à l'heure actuelle, toute décision thérapeutique n'est pas inéluctable. Voilà. On va prendre une question d'Arnaud Valadon. Oui, bonjour Pierre. Est-ce que il est possible dans le protocole Bull d'intégrer un joueur qui arriverait de France? Est-ce que les timings sont possibles? Peut-être pas pour la demi-finale, mais la finale. Est-ce que c'est une possibilité d'un point de vue des conditions qu'on vous impose sur les tests PCR et d'intégrer la bulle qui existe ou c'est pas possible? Oui, c'est possible. Il n'y a aucun souci. Pour rentrer, aucun souci ici, il y a des soucis. Mais pour rentrer dans la bulle, il faut un test PCR pour monter dans l'avion. Et il faut un test PCR rapide à l'arrivée. Et un test PCR, un véritable PCR à l'arrivée dans l'hôtel avec un résultat annoncé entre 10 et 12 heures plus tard. Donc jusqu'à samedi, on peut imaginer faire venir quelqu'un. Oui. En théorie, c'est possible. C'est le protocole auquel a été soumis Rémi Desbonnets. Hein. Oui, et tous les joueurs qui ont rejoint leur groupe. Une question de Pierrick Yvon. Alors, une question de Yann Vine. Non, je suis bon, pardon. Vas-y. Vous avez dit que ça va être difficile de les utiliser. Est-ce que ce serait... Il y a un espoir que ce soit possible pour dimanche, forfait demain, mais remis pour dimanche? Le diagnostic sera affiné probablement demain et samedi matin au pire. Donc, à l'heure actuelle, non cliniquement. La sûreté du diagnostic demain 48 heures de plus. Une question cette fois de Yann Vine. Oui, bonjour Pierre. Est-ce que le Tim ou Luca a dû passer des examens en dehors de la bulle ou pas? Non. Non, parce que quand on sort de la bulle, c'est aussi compliqué que quand on veut la rejoindre pour la première fois. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autre diagnostic que le mien. Et en plus, si vous avez lu l'entretien du lundi dernier, déjà avec Pierre-Sébastien, il évoquait un outil très précieux qui explique aussi pourquoi il n'est pas forcément nécessaire de sortir de la bulle. Voilà, on a une échographie portable avec nous. Et donc pour l'instant, le problème des échographies, c'est qu'il nous faut un petit peu de temps pour que la lésion se crée et soit visible. Donc un peu plus que 24 heures, et on est à l'heure actuelle encore à moins de 24 heures des blessures. On prend une question d'Etzelmet. Oui, bonjour docteur. J'ai une question alors, qui n'est pas tout à fait médicale, mais ça fait quand même un certain nombre d'années que vous êtes sur le banc de touche en train de regarder les matchs de l'équipe de France de handball. Cette équipe de France-là, avec le regard un peu extérieur qui est le vôtre quand même, comment vous la percevez? Elle vous rassure, elle vous inquiète, vous avez stressé? Tout à l'heure, je disais à Michael Guigou, il n'y a peut-être pas la flamboyance d'une certaine époque, mais elle est toujours là, cette équipe de France, elle est en demi-finale. Je pense que vous voulez parler de mon âge, c'est ça? Non, pas du tout. Je dis juste, ça fait un certain nombre d'années que vous êtes quand même, vous avez l'expérience, le regard pour voir l'évolution de l'équipe de France. J'espère avoir atteint une expérience médicale. Dans le sport, depuis le temps que je suis assis, j'essaie de regarder les joueurs, pas à travers le prisme de la compétition, même si je m'y fais attraper un peu régulièrement, mais à travers le prisme de leur performance physique et individuelle. Et donc, on est toujours en train de regarder les chevilles, les genoux, les muscles, les trucs.
les qualités musculaires sont désormais indéniables et plus ça va, plus les nouveaux joueurs ont des qualités qu'on n'avait pas les anciens. Alors, mais c'est pas là que vous voulez m'amener, j'imagine. Vous voulez me donner la flamboyance de l'équipe? Ouais, j'ai le cœur profondément bleu. On enchaîne après cette métaphore avec Christophe Delacroix. Vous avez parlé de petits bobos, on peut en savoir un peu plus sur le reste des troupes, dans quel état elles sont sorties de ce match contre la Hongrie? Ah, le combat a été costaud. Et il laisse forcément des traces toujours dans les 24-48 heures qui suivent. Il y a des traumatismes musculaires, il y a des petits traumatismes articulaires qu'on règle rapidement. Les 3 kinés sont sur le pôle là, depuis hier soir. Et cette nuit, le coucher a été tardif. Jusqu'à 3-4 heures du matin, ils ont travaillé. Et depuis ce matin, ça continue. Il y a peu de joueurs qui sortent indemnes d'un match comme ça. Hein. Mais c'est franchement des choses qu'on règle assez rapidement. Et ce soir, à l'entraînement, hormis les 2 blessés dont on a parlé, tout le monde sera présent. Allez, on prend la dernière question d'Éric Michel, du Parisien. Bonjour, ma question ne concerne pas les blessures, mais vous êtes en Égypte jusqu'à lundi matin. Hein, maintenant, c'est une certitude, donc vous posez la question, on ne va pas vous porter la poisse. En savez-vous plus sur le protocole pour rentrer en France? Parce qu'a priori, il y a une septaine pour les sportifs qui sont en dehors de l'Europe. Est-ce que vous savez comment vous allez pouvoir rentrer? Est-ce que vous allez être... On n'a pas de certitude absolue. On sait qu'à l'heure actuelle, effectivement, on aura un test PCR quotidien ici jusqu'à dimanche soir. Donc, on aura le test PCR pour monter dans l'avion. On en aura un à l'arrivée. On a déjà organisé à la maison du handball notre test PCR pour les renvoyer. Apparemment, actuellement, on aurait une semaine d'isolement à domicile, c'est-à-dire que tout le monde rejoindrait son domicile en signant un papier certifiant sur l'honneur qu'on va le faire. On espère beaucoup que les choses vont changer d'ici là, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Hein. Ça fait quand même longtemps qu'on est parti maintenant. Si en plus on doit subir une semaine d'isolement, on sera, ce que je disais la dernière fois, on sera légaliste, parce que si c'est la loi, on la respectera. On sera un petit peu amer de le faire. Voilà. Pierre, merci beaucoup, en espérant ne pas te revoir. Hein, non, merci à tous. À bientôt. Au revoir. Voilà, il est installé. Je ne vous cache pas que les timings sont comptés. On va tout de suite démarrer avec une première question d'Axel May d'Europe 1. Merci. Oui, bonjour. Cette équipe de France, bonjour, elle est toujours là. Elle est en demi-finale face à une équipe suédoise où elle a quand même ses chances de passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une petite fierté quand même si c'est pas fini, même s'il reste encore 2 matchs pour aller au bout. Est-ce qu'il y a une petite fierté de vous dire que pour votre première compétition en tant que sélectionneur en chef, vous avez réussi à fonder un groupe? La fierté, elle est liée à notre parcours plutôt qu'à mon cas personnel. Certes, on est dans un nouveau staff avec l'arrivée d'Éric Maté, d'Olivier Morelli au sein du groupe staff. La période, vous la connaissez aussi bien que moi, avait été très difficile avec le Covid, avec cette année passée quasiment sans stage et sans revoir les athlètes. Donc oui, content d'avoir su trouver ce chemin jusque-là, mais on n'est vraiment pas encore dans la période des bilans. On n'est pas encore en train de se retourner pour regarder ce qu'on a fait. Il y a du travail devant nous, il y a un énorme défi qui nous attend demain face à la Suède et on est uniquement centré là-dessus. On enchaîne avec Nicolas Lepelletier. Bonjour Guillaume, et félicitations pour le match d'hier. En septembre, vous lanciez l'opération reconstruction de l'équipe de France. Voilà, j'ai quand même l'impression que le gros œuvre est terminé. Là, vous en êtes où? Vous en êtes à poser la charpente, les finitions? On a fait beaucoup de travaux. On a fait venir beaucoup de corps de métier pour faire en sorte que cette maison bleue reprennent forme, des couleurs. On a besoin de faire un bilan de visite de chantier intermédiaire à l'issue de la compétition et on le fera en temps et en heure. On va enchaîner avec Arnaud Valadon et peut-être avec une nouvelle métaphore. Arnaud, à toi.
Non, c'est bon, on a donné dans la métaphore, Guillaume. Sur cette demi-finale, encore une grande partie de ce groupe, hein, plus d'une dizaine, se retrouve en demi-finale. Je parle de celui de 2018 et 2019 avec ces deux défaites. Certes, il y a un nouveau staff, une nouvelle identité, une nouvelle équipe, mais les joueurs étaient là en grande majorité lors de ces deux dernières finales. Est-ce qu'il y a un plafond de verre à crever, puisque vous n'avez pas réussi à voilà, aller en finale sur les deux dernières opportunités qui vous ont été données? Je ne crois pas. Effectivement, c'est l'histoire d'une partie de cette équipe, mais gagner demain ne nous ramènera pas les places en finale que l'on n'a pas obtenues lors des dernières compétitions. Je trouve, un moment pour continuer aussi à grandir, pour voir dans ce contexte si particulier ce que ce groupe a pu tirer comme leçon des expériences passées, et puis simplement, sans forcément se retourner et refaire l'historique de ce groupe dans des demi-finales. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être dans les derniers carrés de compétition. Il y en a très peu qui trouvent ce chemin-là. On a la chance en France d'avoir des équipes de France qui régulièrement sont en position de disputer l'emballage final, et c'est ça qui est fantastique pour notre activité. Ce qui est certain de manière plus primaire, c'est qu'on a un match pour accéder à la finale, et c'est tout ce qui nous préoccupe, à savoir comment on va être en capacité d'être dans le bon mood, dans le bon état d'esprit pour développer notre jeu, pour imposer notre force et pour renverser ces Suédois. Voilà, et pour rester dans le verbiage architectural, on va se rendre du côté de la Maison Ronde et de Xavier Montferrand. Bonjour Guillaume, et bonjour à tous. Ça y est, j'ai enfin trouvé le chemin du micro. Guillaume, juste une petite question, parce que certains de nos joueurs, et notamment Luka, évidemment, nous ont dit qu'ils échangeaient un peu avec Nico Karabatic, qui est resté à Paris, évidemment, par texto ou appel. Est-ce que c'est votre cas également? Est-ce que vous échangez avec Nico un peu, et qu'est-ce que vous vous dites? Rien d'intime, évidemment, je parle de jeu, hein, bien sûr. On est resté en contact par message, toujours pour suivre l'évolution de sa rééducation. Et donc, c'est ce genre de petits messages. La vie au sein de la sélection est quand même suffisamment dense pour qu'on ait quand même peu de possibilités d'entretenir de longs échanges avec l'ensemble des gens qui font partie de la maison France. Mais on sait que Nico est avec nous, nous soutient et est présent derrière nous dans les différentes rencontres qu'on a disputées. Ça reste quelqu'un qui manque au groupe, et on se doit aujourd'hui de faire sans lui, et c'est ce qu'on est en train de faire. Une question pour Yann Ilvain. Bonjour Guillaume. Malheureusement, le doc nous a confirmé que Luka et Timothée étaient blessés, forfaits sans doute pour le week-end. Comment comptes-tu les remplacer? On verra. Je crois qu'il vous l'a dit aussi, le diagnostic reste encore à affiner. Alors on sait que les deux joueurs, Luka et Tim, n'ont pas pu finir la rencontre. On sait qu'ils sont touchés. Quant à la gravité de la blessure, on préfère attendre, prendre toutes les précautions, se réserver un diagnostic le plus sûr possible avant de prendre une décision. Donc, ce qui est certain, c'est que en cas de problème, on est aussi à 20 ici au Caire. Et donc l'idée, c'est si on devait avoir un souci avec l'un ou l'autre, c'est de piocher d'abord dans ce réservoir-là. Cédric Callier, c'est à toi. Oui, salut Guillaume. C'est ta première grande compétition en tant que sélectionneur. On aurait pu s'attendre à ce que tu fasses des choix peut-être un peu conservateurs. Et finalement, je trouve que depuis le début de la compétition, tu fais des choix audacieux, osés, comme celui hier de sortir Quentin au bout de 7 minutes pour ne pas le remettre. Est-ce que cette audace pour toi était indispensable dans la reconstruction de l'équipe de France? Est-ce que le fait que tes choix soient payants te donne une confiance supplémentaire, accroît ta confiance depuis le début de la compétition? Les choix, l'audace, je crois que
c'est lié à ce qui se passe sur le terrain. Et avec le staff, nos choix ne sont pas là pour faire différent, pour faire oser ou audacieux. Ce qu'on veut, c'est trouver la bonne formule pour qu'il y ait de la performance au sein de l'équipe qui est sur le terrain. Et par moment, quand on se rend compte des difficultés qui sont les nôtres, on essaye d'y remédier avec les alternatives dont on dispose, sans aller chercher beaucoup plus loin que cela. Donc c'est somme toute très, très simple comme réflexion. C'est avec Eric, quand on réfléchit à notre composition de groupe, au changement, on réfléchit à l'équipe qui est à nos yeux la plus à même de nous amener la performance. Éric Michel du Parisien, c'est à toi. Oui, bonjour. Une question par rapport à Michael Guigou qui était avec nous tout à l'heure. Comment on gère un garçon comme lui avec son expérience, son palmarès, son poids sans doute sur le groupe, et son âge qui ne s'arrange pas aujourd'hui? Est-ce qu'on lui donne les clés ou on le ménage? Enfin, est-ce qu'il y a un mélange des deux? Comment on gère Il n'y a pas de particularité avec Mika. Mika, c'est quelqu'un qui est un de nos plus glorieux représentants, qui porte l'histoire des équipes de France depuis plus de 15 ans. Et donc, il a un rôle en tant que capitaine, au-delà de celui de cadre de cette équipe qui est essentiel. Donc, c'est quelqu'un avec lequel j'échange régulièrement pour optimiser, pour réfléchir, pour trouver des solutions, pour envisager de nouvelles stratégies, que ce soit sur le terrain ou dans la vie de ce groupe. Parce que la vie de ces 20 garçons, plus le staff, en cercle un peu fermé depuis plus d'1 mois, a aussi un rôle essentiel dans la performance. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui prend pleinement la mesure de son rôle. Passe la balle à Émeric Le Gall. Oui, bonjour, félicitations pour hier. J'avais une question, on parlait avec vous samedi dernier du côté un peu calme, sérénité qui semblait, en tout cas de notre côté, derrière la télé, qui semble se dégager du banc de touche, du staff pendant les matchs. Hier, pareil, on a semblé pas céder à la panique. Alors après un début de match, j'imagine quand même compliqué psychologiquement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Comment on gère depuis le banc ce genre de scénario très difficile et comment on s'adapte? Merci. C'est une question un peu technique. Là, pour le coup, dans ce début de match raté, il y a beaucoup d'ingrédients qui font qu'on se retrouve largué au niveau du score. On rate la plupart de nos premières actions en attaque. Défensivement, on peine à trouver du rythme, à trouver de l'agressivité. Et donc, on se retrouve très vite à être sous pression et en train de chercher sa stabilité, de construire sa confiance dans ce match. Donc l'idée pour nous est de trouver le bon équilibre entre le moment où il faut agir, le moment où il faut donner de la sérénité, donner de la confiance pour que le groupe soit en mesure de se reconstruire petit à petit. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règles à suivre, la recette de cuisine à suivre à la lettre pour permettre un redressement de situation comme celui d'hier. Ça reste quand même un peu improbable ce qu'on a vécu, il faut être clair. Je pense que dans les matchs internationaux, une équipe qui se retrouve menée 7-1, 9-3 au bout de 15 minutes, il n'y en a pas beaucoup qui sortent vainqueurs de ces confrontations. Ça a été le cas pour nous, ça a été un moment un peu exceptionnel. J'espère que ça restera exceptionnel. Manu Roux, c'est à toi. Oui, salut Guillaume, bravo. L'équipe de France menait de 3 buts à 3 minutes de la fin avant d'être poussée en prolongation. Est-ce que c'est un truc qui t'énerve et sur lequel tu vas revenir aujourd'hui pour éviter que ça se reproduise? S'il suffisait de revenir sur les choses pour que ça ne se reproduise pas, ça serait simple. Le sport et la gestion d'une équipe serait bien simple. C'est certain que dans ce money time du temps de la deuxième mi-temps, on gère mal les ballons, on n'arrive pas à conclure nos actions, on rate des shoots, et puis le ballon devient un peu plus lourd, on sent les Hongrois qui sont en train de jouer
leur va-tout, et ça fait aussi partie des moments de match qui arrivent, un temps un peu plus faible, avec moins d'efficacité. Donc, oui, bien sûr qu'on va débriefer, mais ça reste la vie d'un match, ça reste les aléas d'un match. Là, il nous reste 3-4 minutes avec Guillaume. On enchaîne avec Christophe Delacroix. Oui, bonjour Guillaume. Je voulais savoir s'il t'arrivait de te mettre en colère. Puis la dernière, elle remonte à quand? Parce que tu parais toujours très, très calme. Je ne vois pas ce que ça apporte comme question. Vous voulez savoir quoi? Non, mais c'est ce calme que tu dégages. Est-ce que tu as l'impression que ça fait partie de ta personnalité? C'est plus par rapport à ce rôle de sélectionneur Enfin, encore une fois, je ne suis pas en train de me porter un costume quand je suis dans cette mission. Si vous me voyez comme ça, vous y mettez les qualificatifs que vous voulez. C'est moi, c'est pas une autre personne. Quand j'ai besoin quand je suis énervé, quand je suis avec de l'émotion, vous allez aussi vous en rendre compte. Donc il n'y a pas forcément à coller une étiquette. Vous le faites si vous en avez envie, mais j'ai pas forcément besoin de réagir à ça. N'énervez pas le sélectionneur, hein. Arnaud Valadon, c'est à toi. Oui, Guillaume, pour les éventuels remplacements sous réserve de modification, de confirmation du verdict médical, autant il y a une solution pour Timothée, on l'a vu avec l'appel de Jean-Jacques Aquevillo, mais pour Lucas, certes, il y a des pivots au nombre de 3 dans les 16 et dans les 20, mais effectivement, sur ces 4 joueurs hors de la liste, il n'y en a pas. Est-ce que ça a été fait ou ça va être fait d'appeler un joueur en France, parce que le doc nous a confirmé que les timings pour intégrer la bulle étaient encore possibles pour les 2 matchs qui vous restent? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait, d'appeler quelqu'un en France ou en Espagne pour voilà, être en mesure de respecter les timings? C'est l'art de la redite, hein. Je reconnais bien l'art oratoire des journalistes. Je vous ai dit qu'on attendait le diagnostic terminal pour pouvoir agir. Et que en cas de souci, les premières solutions seraient de privilégier le groupe qui est en place. Je ne peux pas vous en dire plus. J'attends moi aussi avec impatience les résultats des examens, les conséquences aussi des soins que les joueurs subissent depuis la fin du match pour véritablement prendre une décision et acter des changements ou pas, et d'ailleurs en fonction des retours du staff médical. On va prendre les dernières questions. On débute avec Yann Ilvain. Oui, Guillaume, une question plus personnelle. Tu as joué 10 ans en Allemagne. Dans quelle mesure la culture de ce handball a façonné l'entraîneur que tu es aujourd'hui? Elle l'a façonné au même titre que l'ensemble de mes expériences passées en tant que joueur pro. C'est vrai que même si j'ai eu peu de clubs dans ma carrière, Chambéry, Hambourg, j'ai vécu beaucoup d'entraîneurs, que ce soit en club ou en sélection. Et donc tous contribuent à faire de ce que je suis devenu en tant que joueur, en tant qu'homme, et aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Donc cette culture allemande, forcément qu'elle est chez moi un peu plus prégnante, parce que quand on a vécu 10 ans dans un pays, ça veut dire qu'on s'est quand même bien acclimaté, qu'on s'est complètement intégré. Donc oui, elle est plus présente chez moi que la culture espagnole, par exemple, mais c'est lié à ma vie et à mon parcours professionnel. Cédric Callier. Guillaume, je voulais savoir quel regard tu portes sur cette équipe suédoise rajeunie. On aurait pu penser que l'absence de certains cadres allait l'handicaper. Finalement, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est une équipe talentueuse. C'est effectivement une équipe qui a perdu quelques-uns de leurs grands noms. Et en même temps, les cadres de cette équipe demeurent. Et l'ossature globale reste une ossature très expérimentée de joueurs très costauds au niveau international ou européen dans leur club respectif. Donc c'est un mix très dangereux parce qu'il y a beaucoup d'insouciance, beaucoup de vitesse dans le jeu. C'est d'excellents shooters, des gens qui mettent beaucoup de pression sur le grand espace, et d'excellents tireurs. Donc franchement, un cocktail qui a fait ses preuves depuis le début de cette compétition, parce que pour une équipe très remaniée,
Ils ont trouvé, au travers de leurs résultats, un chemin et ils méritent amplement leur place en demi-finale. On prend la dernière question d'Émeric Le Gall. Non, désolé encore une fois, j'ai oublié. On enchaîne avec Edsel May. Oui, si vous deviez, en termes là aussi grand public, pour monsieur et madame Michu, qui ne connaissent pas forcément le handball, leur présenter ce match France-Suède, vous leur diriez quoi? Que c'est un classique du handball? Ouais, c'est d'abord une demi-finale d'un championnat du monde. Donc, quel que soit l'adversaire en face, c'est une affiche, c'est un moment de sport un peu magique que je peux juste conseiller au grand public de suivre à la télévision parce que il y a une dramaturgie dans ces matchs à élimination directe qui, en tout cas, dans ces matchs, ces demi-finales, qui est toute particulière. Donc, ce France-Suède qui a longtemps été un duel très déséquilibré parce que les Suédois, avant que la France devienne cette nation et étende sa force ou sa domination entre guillemets sur le handball international, les Suédois nous ont souvent damé le pion, nous ont souvent été très supérieurs. Aujourd'hui, cette nation tente de retrouver des couleurs et souvent très proche des podiums durant les dernières compétitions, avec une jeunesse qui a toujours autant de talent. Donc, clairement, un très grand duel en perspective. Merci à toutes et à tous. Merci Guillaume. Merci à vous. Tout simplement vous rappeler donc que l'équipe de France affrontera demain soir en demi-finale la Suède. C'est à 17h30 en France, mais 18h30 pour nous. Ce sera au Stadium du Caire, dans cette immense salle qui sera malheureusement vide car à huis clos. Et ce sera pour l'équipe de France son premier changement de salle. Et pour finir là-dessus, je l'ai dit en introduction, nous changeons d'hôtel, d'établissement seulement en soirée, c'est-à-dire à l'issue de l'entraînement. Le staff a fait le choix de rester une journée de plus dans l'établissement qui est au pied des pyramides. On va rejoindre la rive du Nil, donc seulement ce soir à 24h du match. Merci à tous et à tous.